Le SMS est arrivé 3 mois avant le mariage d'Anna. Ma sœur cadette de 2 ans, avait toujours été l'enfant prodige, celle qui avait toujours tout fait correctement. Et moi, j'étais Marcus, la déception de la famille, celui qui avait abandonné ses études de droit après un semestre. Marcus, je dois te parler du mariage, commençait le texto. Professionnel, clinique, comme si elle licenciait un employé qu'elle n'avait jamais vraiment rencontré. J'étais assis dans mon bureau à la cour d'appel du 9e circuit, examinant des mémoires pour des plaidoiries prévues la semaine suivante. Le bureau en acajou, le fauteuil en cuir, la vue sur le centre-ville de San Francisco, rien de tout cela n'avait d'importance. Je fixais juste mon téléphone. La famille de James eh bien, ils sont importants. Son père est le juge Theodore Whitmore, de la Cour de district fédérale. Sa mère siège au conseil d'administration de l'orchestre symphonique et de l'hôpital pour enfants. Ce mariage est un événement social majeur. Je voyais où elle voulait en venir. Je le voyais venir depuis des années. Je sais que c'est difficile, mais je pense qu'il est préférable que tu ne viennes pas. Maman et papa sont d'accord. Nous ne pouvons pas risquer que tu dises quelque chose d'inapproprié ou, je ne sais pas, que tu te présentes dans un de ces costumes de friperie que tu portes. La famille de James est déjà préoccupée par nos origines familiales. Nos origines ? Nous avions grandi dans la classe moyenne à Sacramento. Papa était comptable. Maman était enseignante. Nous n'étions pas riches, mais nous n'étions pas pauvres. Nous étions à l'aise, normaux. Mais Anna avait toujours voulu plus. Elle était allée à Stanford grâce à une bourse, avait obtenu son diplôme avec la mention summa cum laude, et avait décroché un poste dans un prestigieux cabinet d'avocats à San Francisco. Elle s'était frayé un chemin dans des cercles que je n'aurais jamais crus accessibles, et elle avait rencontré James Whitmore III, un associé dans un autre cabinet, fils d'un juge fédéral, héritier d'une vieille fortune de San Francisco. J'ai répondu par texto, « Félicitations pour tes fiançailles. Je comprends. J'espère que tu passeras une journée magnifique. » 3 minutes plus tard, maman a appelé. « Marcus, mon chéri, tu sais que nous t'aimons. » « Je sais, maman. C'est juste que, c'est le jour d'Anna, et la famille de James. Ils sont très traditionnels, très à cheval sur les principes. Anna a travaillé si dur pour s'intégrer parmi eux. Nous ne pouvons rien laisser compromettre cela. Je comprends. Vraiment ? Parce que j'ai besoin que tu comprennes vraiment. Le juge Whitmore est l'un des juges fédéraux les plus respectés de Californie. Sa femme, Catherine, est issue de l'une des plus anciennes familles de l'État. Leurs cercles sont, eh bien, ils n'ont pas l'habitude des gens qui... Elle s'est interrompue. Qui ont abandonné leurs études de droit, ai-je terminé. Marcus, tu sais que ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais c'était exactement ce qu'elle voulait dire. Cela faisait 12 ans que j'avais quitté la faculté de droit de Stanford après un semestre. 12 ans à être l'embarras de la famille. Celui qui avait eu une bourse complète pour l'une des meilleures facultés de droit du pays, et qui avait tout gâché. Ils ne savaient pas pourquoi j'étais parti. Je ne leur avais jamais dit. Anna m'a demandé d'expliquer la situation, a poursuivi maman. Elle ne veut pas de drame à son mariage. Et franchement, ton père et moi non plus. Nous avons travaillé très dur pour faire bonne impression sur la famille Whitmore. Nous ne pouvons pas t'avoir là-bas, dans un costume bon marché, à parler de ton travail de freelance ou de ce que tu fais, peu importe ce que c'est. Travail de freelance. C'est ce que je leur avais dit. Du conseil vague, de la relecture de documents, des projets de recherche. Ils n'avaient jamais demandé de détails. Ils n'avaient jamais voulu savoir. C'était plus facile pour eux de croire que je joignais à peine les deux bouts, dans un minuscule appartement à Oakland. Je ne viendrai pas, ai-je dit doucement. Dis à Anna que je comprends. Tu es un si bon frère, a dit maman, sa voix inondée de soulagement. Cela signifie tellement pour Anna. Et qui sait, peut-être que côtoyer la famille de James ouvrira des portes pour ton père et moi. Le juge Whitmore a des relations partout. Après qu'elle ait raccroché, je suis resté longtemps assis dans mon bureau. À travers les fenêtres, je pouvais voir la ville s'étendre en contrebas, le quartier financier, la baie, le Golden Gate Bridge au loin. Ma greffière, Jennifer, a frappé doucement à la porte. Juge Rivera, le mémoire de l'affaire Osborne est prêt pour votre examen. Merci, Jennifer. Laissez-le simplement sur le bureau.
Elle a hésité. Est-ce que tout va bien, monsieur? J'ai levé les yeux vers elle. Jennifer était brillante. Diplômée de Harvard Law, major de sa promotion, elle était ma greffière avant de passer l'année suivante à assister un juge de la Cour suprême. Elle me rappelait moi-même, à son âge, avide de savoir, motivée, idéaliste. Ça va. Une affaire de famille. Elle a hoché la tête et est partie tranquillement. Elle savait qu'il ne fallait pas être indiscrète. J'avais été nommé à la cour d'appel du 9e circuit il y a 3 ans, à 42 ans, l'un des plus jeunes juges d'appel du pays. Avant cela, j'avais passé 10 ans comme procureur fédéral, montant des dossiers contre des criminels en col blanc, des fonctionnaires corrompus, et des figures du crime organisé. J'avais gagné 98% de mes affaires. Des revues juridiques avaient fait mon portrait. Le procureur général m'avait personnellement appelé pour me féliciter de ma nomination. Et ma famille n'en avait aucune idée. Quand j'ai abandonné la faculté de droit de Stanford après un semestre, je n'avais pas réellement abandonné. J'avais été transféré à Harvard avec une bourse complète. J'avais obtenu mon diplôme en étant major de ma promotion 3 ans plus tard, j'avais refusé des offres de tous les grands cabinets de New York et de Washington, et j'avais rejoint le bureau du procureur des États-Unis à San Francisco. J'avais passé ces années à me forger une réputation, une carrière, une vie. Et j'avais laissé ma famille croire que j'étais un échec. Au début, c'était une protection. Ce semestre à Stanford m'avait appris quelque chose de crucial, ma famille ne pouvait pas supporter mon succès. Quand j'avais été accepté à Stanford Law avec une bourse complète, papa avait immédiatement commencé à planifier comment je l'aiderais avec ses impôts, comment je vérifierais ses contrats commerciaux, comment je le mettrais en contact avec des clients importants. Maman avait commencé à me présenter comme mon fils, l'avocat avant même que je ne commence les cours. Anna, encore étudiante à l'époque, était devenue froide et compétitive, soudainement inquiète que je fasse de l'ombre à ses réussites. Alors, quand j'ai été transféré à Harvard, je ne leur ai tout simplement rien dit. Je leur ai laissé croire que j'avais arrêté, que je faisais des petits boulots, que j'étais la déception de la famille. Et puis, c'est devenu autre chose. C'est devenu un test. M'aimerait-il sans le succès? Me valoriserait-il en tant que personne, et non comme un trophée ou une ressource? Ils avaient échoué à ce test de manière spectaculaire. Au fil des ans, je les avais vus tout investir en Anna. Chaque conversation tournait autour de ses réussites, de ses affaires, de sa progression vers le statut d'associé, de ses fiançailles avec James Whitmore III. Il l'avait aidé pour des acomptes, des paiements de voiture, et avait recommandé des clients à son cabinet. Et il me traitait comme si j'étais invisible, comme si j'étais un embarras qu'il devait gérer. Des dîners de Thanksgiving où il me disait de me taire sur mon travail. Des fêtes de Noël où il présentait Anna, puis changeait rapidement de sujet quand quelqu'un posait des questions sur moi. J'avais été patient. J'avais été silencieux. J'avais observé. Et maintenant, Anna se mariait dans la famille Whitmore. Le juge Theodore Whitmore, de la Cour de district fédérale du district nord de la Californie. J'avais siégé à côté de lui lors de conférences judiciaires. Nous avions participé à des panels ensemble. Il m'avait écrit une lettre de recommandation personnelle lorsque j'avais été nominé pour le 9e circuit. Il m'avait qualifié de l'esprit juridique le plus brillant de ma génération. Il n'avait aucune idée que j'étais le frère d'Anna Rivera. Pourquoi l'aurait-il su? Elle utilisait professionnellement le nom Anna Rivera Sterling, le nom de jeune fille de notre mère, pour se distancier des origines modestes de notre famille. Et je n'avais jamais mentionné le lien. 3 mois ont passé. J'ai observé de loin les préparatifs du mariage consumé ma famille. Maman appelait de temps en temps, toujours brièvement, toujours en s'excusant, mais ferme sur le fait que je ne devais pas venir. Papa a envoyé quelques textos, me demandant surtout si je m'en sortais financièrement, d'une manière qui laissait entendre qu'il supposait que non. Anna n'a jamais appelé. Le mariage devait avoir lieu au domaine des Whitmore à Pacific Heights, l'un de ces vieux manoirs de San Francisco qui appartenait à la famille depuis la ruée vers l'or. 300 invités, un quatuor à cordes, un dîner de 5 plats, une couverture dans les pages mondaines. Je n'étais pas invité. J'avais accepté cela. Ce que je n'avais pas accepté, c'était l'appel de ma collègue, 2 semaines avant le mariage. Marcus, c'est délicat, a dit la juge Patricia Chin. Elle était une collègue juge du 9e circuit, nommée la même année que moi.
Nous étions devenus amis. Mais je dois te prévenir de quelque chose. Le fils de Theodore Whitmore se marie. James Whitmore III. Un grand mariage mondain. Theodore en parle lors des conférences. Apparemment, sa future belle-fille est issue d'une famille respectable de la classe moyenne, selon ses propres mots. Et il est ravi que son fils épouse quelqu'un avec des valeurs traditionnelles. Mon estomac s'est noué. Patricia, en quoi cela me concerne-t-il? Théodore m'a invité au mariage. Il a invité la moitié de la magistrature fédérale, en fait. C'est apparemment l'événement social de la saison. Et Marcus? Elle a fait une pause. Le nom de la mariée est Anna Rivera Sterling. Est-ce ta sœur? J'ai fermé les yeux. Oui. C'est elle ce que tu fais? Non. Il y a eu un long silence. Marcus, ça va se savoir. Tous les juges fédéraux du nord de la Californie seront à ce mariage. Tu es l'un des juristes les plus respectés du 9e circuit. Les gens te connaissent. Ta photo était dans le Chronicle le mois dernier, quand tu as rédigé cet avis sur le droit de l'environnement. Ma famille ne lit pas les sections juridiques des journaux. Ta sœur travaille chez Morrison et Foerster. Ils auront des associés là-bas. Des associés qui ont plaidé devant toi. Marcus, quelqu'un va te reconnaître. Je ne vais pas au mariage, Patricia. Je n'étais pas invité. Une autre pause. Tu n'étais pas invité au mariage de ta propre sœur? C'est compliqué. Marcus, je te connais depuis 3 ans. Tu es brillant, juste, et l'une des personnes les plus gentilles que j'ai jamais rencontrées. Et ta famille ne sait pas que tu es un juge d'appel fédéral? Ils pensent que j'ai abandonné mes études de droit et que je fais de la relecture de documents en freelance. Je pouvais presque l'entendre digérer l'information. Patricia était brillante. Diplômée de Stanford Law, greffière pour la juge Ginsburg, 15 ans comme avocate des droits civiques avant sa nomination. Elle avait vu beaucoup de choses dans sa carrière, mais cela semblait la choquer sincèrement. Pourquoi, a-t-elle finalement demandé? Parce que je voulais savoir s'il m'aimerait sans le titre, sans le prestige, sans les relations. J'ai ri, mais sans aucune gaieté. Il s'avère que non. Je suis désolé, Marcus. Ne le sois pas. Je le sais depuis des années. Ça ne fait que le confirmer. Alors, tu n'y vas vraiment pas? Je n'étais pas invité, Patricia. Ma mère m'a explicitement dit de ne pas venir, car je les embarrasserais devant la famille Whitmore. C'est. Elle cherchait ces mots. C'est horrible. C'est comme ça. Théodore parle de toi tout le temps, tu sais. L'avis de Rivera sur la qualité pour agir en matière environnementale était magistral. Les compétences de Rivera en plaidoirie sont inégalées. Rivera sera un jour à la Cour suprême. Il n'a aucune idée que son fils épouse ta sœur. Et je ne vais pas le lui dire. Marcus, tu devrais venir au mariage. Tu as été invité. Je t'invite en tant que mon cavalier. Tu as tout à fait le droit d'être là. J'y ai pensé. La confrontation, la révélation, l'expression sur le visage d'Anna, sur celui de mes parents, quand ils réaliseraient qui j'étais, ce que j'étais. C'était tentant. Mon Dieu, que c'était tentant. J'y réfléchirai, ai-je dit à Patricia. Je n'ai pas eu à réfléchir longtemps. 2 jours plus tard, maman a appelé. Marcus, nous avons besoin que tu fasses quelque chose. Qu'est-ce que c'est, maman? Anna a besoin de quelqu'un pour surveiller la maison pendant le mariage. Tu sais, s'assurer que personne ne s'introduise, arroser les plantes, ce genre de choses. Puisque tu ne fais rien ce jour-là de toute façon. Puisque je ne faisais rien, puisque je n'avais rien de mieux à faire que de garder la maison de ma sœur à succès pendant son mariage mondain, ai-je pensé. Je paierai, a ajouté papa. Il avait rejoint l'appel. 200 €. Ça devrait t'aider pour ton loyer. 200 €. Je gagnais 220 000 € par an en tant que juge fédéral. Je possédais un appartement de 3 chambres à Russian-Hill, d'une valeur de 2,3 millions d'euros. J'avais des investissements, des économies, une pension qui me paierait à vie. Et il voulait me payer 200 € pour surveiller la maison d'Anna. En fait, ai-je dit lentement, je ne serai pas disponible ce jour-là. J'ai un engagement professionnel. Marcus,
Tu ne peux pas nous laisser tomber, a dit maman sèchement. C'est important. Anna compte sur toi. Anna m'a dit de ne pas venir à son mariage parce que je l'embarrasserais, mais maintenant elle compte sur moi pour surveiller sa maison. Ne sois pas dramatique. Tu sais ce que je veux dire. Nous sommes une famille. C'est ce que font les familles. Alors, on se verra au mariage. Il y eut un silence stupéfait. Marcus, nous en avons parlé, a dit papa. Tu n'es pas invité. La famille de James. Le juge Whitmore m'a invité, ai-je dit calmement. Ou plutôt, la juge Chin m'a invité en tant que son cavalier. Je serai là. Tu ne peux pas simplement débarquer, a objecté Anna. Elle écoutait depuis le début. Marcus, c'est mon mariage, ma journée. Tu vas tout gâcher. Comment le gâcherais-je, Anna? En étant moi? En me présentant dans un costume bon marché, en disant une bêtise? En faisant croire à la famille de James que nous sommes? Des moins que rien, ai-je suggéré doucement. C'est le mot que tu cherches? Je n'ai pas dit ça. Mais tu l'as pensé. Vous l'avez tous pensé. Depuis 12 ans, vous le pensez. Marcus, tu as abandonné la faculté de droit de Stanford, a dit Anna. Tu as gâché une bourse complète. Tu fais des petits boulots sans avenir. Tu vis dans un appartement minuscule. Tu conduis une voiture de 15 ans. Que devions-nous penser? Ma voiture avait en effet 15 ans. Une Toyota Camry de 2011. Fiable, pratique. Je l'avais achetée neuve lors de ma première année en tant que procureur fédéral adjoint, et je n'avais jamais vu la nécessité de la remplacer. Mais dans le monde d'Anna, la voiture que vous conduisiez importait plus que la personne au volant. Je viens au mariage, ai-je répété. La juge Chin m'a invité. Si tu as un problème avec ça, parlons avec elle. J'ai raccroché. Mon téléphone a explosé de textos. De Anna, de maman, de papa. Même de la demoiselle d'honneur d'Anna, ma cousine Jessica, qui a apparemment ressenti le besoin de se mêler d'un drame familial qui n'était pas le sien. Je les ai tous ignorés. Le jour du mariage est arrivé. J'ai mis mon plus beau costume, un Tom Ford sur mesure que j'avais acheté pour des conférences judiciaires. Bleu marine, impeccablement ajusté. J'étais élégant. J'avais l'air exactement de ce que j'étais, un juge d'appel fédéral à succès, au sommet de sa carrière. Je suis allé chercher Patricia dans ma Camry de 15 ans. Elle habitait à Noé Valley, non loin de chez moi. Tu es prêt pour ça, a-t-elle demandé en s'installant sur le siège passager. Pas le moins du monde. Tu pourrais encore reculer. On pourrait aller dîner ailleurs. J'ai secoué la tête. Non. Je les ai laissés contrôler le récit pendant 12 ans. Il est temps qu'ils sachent la vérité. Le domaine des Whitmore était tout ce que j'avais imaginé. D'immenses jardins historiques qui nécessitaient probablement un personnel à plein temps. Des voituriers pour garer les voitures. Un quatuor à cordes jouant sur la pelouse. Patricia et moi sommes montés ensemble. Je pouvais voir les autres juges arriver, la juge Morrison du tribunal de district, le juge Yamaguchi du 9e circuit, même le juge Bradford, qui siégeait depuis 30 ans. Ils me connaissaient tous. Ils m'ont tous salué chaleureusement. Rivera. Je ne savais pas que vous seriez là, a dit le juge Morrison en me serrant la main. La juge Chin a eu la gentillesse de m'inviter. Eh bien, Théodore sera ravi. Il ne tarit pas d'éloges sur cet avis sur la qualité pour agir en matière environnementale que vous avez rédigé, depuis des mois. Nous avons traversé la ligne de réception. Je pouvais voir Anna au loin, resplendissante en blanc, saluant les invités avec James à ses côtés. Je pouvais voir mes parents, vêtus de tenues de soirée qui leur avaient probablement coûté plus cher que ce qu'ils dépenseraient normalement en vêtements en un an, essayant désespérément de donner l'impression d'être à leur place. Ils ne m'avaient pas encore vu. Je suis resté dans la foule, laissant Patricia nous guider vers notre table assignée. Table 4, tout à l'avant, car nous étions assis avec les juges fédéraux. La table 16, tout au fond, près de la cuisine, était celle où mes parents étaient assis, avec des parents éloignés et des amis d'amis. Les invités de remplissage. S'ils avaient su. La cérémonie était magnifique, je le reconnais. Anna avait toujours eu un goût exquis. Le lieu, les fleurs, la musique, tout était parfait.
James avait l'air fier. Le juge Whitmore avait l'air fier. Mes parents avaient l'air nerveux, assis à leurs places éloignées, essayant de ne pas attirer l'attention. Et puis vint la réception. Nous étions assis à notre table quand j'ai vu le visage de maman de l'autre côté de la salle. Elle m'avait repéré. J'ai vu la confusion, puis le choc, puis l'horreur absolue traverser ses traits, alors qu'elle réalisait que non seulement j'étais là, mais que j'étais assis à l'une des meilleures tables de la salle. Elle a murmuré quelque chose d'urgent à papa. Il s'est retourné. Son expression reflétait la sienne. Anna ne m'avait pas encore vu. Elle était trop occupée à saluer les invités importants aux tables de devant, les associés de son cabinet, les politiciens, les personnalités mondaines, les gens qui comptaient. Le dîner a été servi. 5 plats, chacun plus élaboré que le précédent. Les juges à ma table étaient de bonne compagnie. Nous avons parlé d'affaires récentes, de plaidoiries à venir, de changements dans la procédure fédérale. Rivera, votre opinion dissidente dans l'affaire Martinez était magistrale, a dit le juge Yamaguchi. Une précision digne de Scalia. Merci, juge, bien que j'aurais souhaité que ce soit l'opinion majoritaire. Laissez le temps faire. Votre raisonnement l'emportera. Il l'emporte toujours. J'ai vu la tête d'Anna se tourner. Elle avait entendu mon nom. Elle balayait la salle du regard, essayant de me localiser. Nos regards se sont croisés à travers la salle de réception. J'ai vu son visage passer par plusieurs émotions en succession rapide, confusion, reconnaissance, incrédulité, horreur. Elle a dit quelque chose à James. Il avait l'air confus. Elle m'a montré du doigt, clairement agité. James a regardé, m'a vu assis avec les juges fédéraux, et sa confusion s'est accrue. Puis je l'ai vu se pencher et chuchoter quelque chose à son père. Le juge Theodore Whitmore s'est retourné sur son siège. Il m'a vu. Son visage s'est illuminé d'un plaisir sincère. Il s'est levé. Il a traversé la salle de réception en direction de notre table. Anna a essayé de l'arrêter. Je l'ai vu lui saisir le bras, lui dire quelque chose d'urgent. Il lui a tapoté la main distraitement et a continué à marcher. Marcus Rivera, a-t-il dit chaleureusement en s'approchant. Je ne savais pas que vous seriez là. C'est merveilleux. Toute la réception était devenue silencieuse. 300 personnes regardaient l'un des juges fédéraux les plus puissants de Californie traverser la salle pour saluer quelqu'un à la table 4. Je me suis levé et lui ai serré la main. Juge Whitmore, merci de m'avoir invité, et félicitations. James est un homme chanceux. Il l'est, en effet. Anna est remarquable. Un esprit vif, de grands instincts. Il s'est tourné vers la table. Avez-vous tous rencontré le juge Rivera? 9e circuit. L'un des esprits juridiques les plus brillants que j'ai rencontrés en 30 ans de magistrature. Je pouvais voir les visages de ma famille. La bouche de maman était ouverte. Papa avait l'air d'être sur le point d'être malade. Anna était devenue complètement blanche. En fait, ai-je dit avec précaution, je devrais mentionner qu'Anna est ma sœur. Theodore Whitmore s'est arrêté en pleine phrase. Il m'a regardé, a regardé Anna, puis m'a regardé à nouveau. Votre sœur? Anna Rivera est votre sœur? Anna Rivera Sterling professionnellement, monsieur, mais oui. Ma sœur cadette. Il était sincèrement confus. Elle n'a jamais mentionné. Je veux dire, elle a parlé de sa famille, mais il s'est interrompu. Bien sûr, elle ne m'aurait jamais mentionné. J'étais l'embarras, l'abandon, l'échec qu'elle devait cacher à sa prestigieuse belle famille. C'est compliqué, ai-je dit doucement. L'expression de Théodore a changé. C'était un homme intelligent, un juge fédéral qui avait passé 30 ans à lire entre les lignes, à repérer ce qui n'était pas dit. Il a regardé Anna, puis mes parents à leur table éloignée, puis de nouveau moi. Je vois, a-t-il dit lentement. Et je pouvais dire qu'il voyait. Il voyait exactement ce qui s'était passé. Excusez-moi, ai-je dit. Je devrais probablement aller parler à ma famille. J'ai traversé la salle de réception. Tous les yeux étaient sur moi. 300 personnes observant le drame familial se dérouler. J'ai atteint la table de mes parents. Ils étaient figés, me regardant comme si j'étais un fantôme. Maman. Papa. Marcus, la voix de maman était à peine un murmure.
Quoi? Comment? Vous avez dit que vous étiez un juge fédéral. Cour d'appel du 9e circuit. J'ai été nommé il y a 3 ans. Mais tu as abandonné tes études de droit. J'ai été transféré à Harvard, j'ai obtenu mon diplôme en étant major de ma promotion, j'ai passé 10 ans comme procureur fédéral. Puis j'ai été nommé à la cour d'appel. Le visage de papa était rouge. De colère? D'embarras? Je ne pouvais pas dire. Et tu ne nous l'as jamais dit? Si, je vous l'ai dit. Ce premier semestre à Stanford, je vous ai dit que j'étais transféré. Vous n'écoutiez pas. Vous étiez trop occupé à être déçu que j'ai abandonné. Alors, j'ai arrêté d'essayer d'expliquer. C'était il y a 12 ans. Oui. 12 ans à être traité comme si je ne valais rien. 12 ans à être l'embarras de la famille. 12 ans à vous voir tout investir en Anna, tout en me traitant comme si je n'existais pas. Nous pensions que tu avais besoin d'une main de fer, a dit maman. Nous pensions que tu avais gâché ta vie. Alors vous m'avez puni pour ça pendant 12 ans. Et vous ne vous êtes jamais demandé s'il y avait peut-être plus à l'histoire. Vous n'avez jamais envisagé que, peut-être, juste peut-être, vous n'aviez pas tous les faits. Anna est apparue à mon épaule. Son visage était marbré, ses yeux humides. Marcus, s'il te plaît, ne fais pas ça ici. Ne gâche pas mon mariage. Je me suis tourné pour la regarder. Ma brillante, ambitieuse, impitoyable petite sœur. Gâcher ton mariage? Anna, j'ai été invité ici par la juge Chin. J'ai été assis avec des juges fédéraux, ayant des conversations parfaitement agréables sur la jurisprudence et la procédure légale. Ce n'est pas moi qui fais une scène. Tu aurais dû me le dire. Tu aurais dû nous le dire. Pourquoi? Pour que tu puisses utiliser mes relations? Pour que tu puisses te vanter d'avoir un juge fédéral dans la famille. Pour que tu puisses tirer parti de ma position, de la même manière que tu tires parti de la famille de James? Elle a tressailli comme si je l'avais giflé. Je voulais savoir si vous m'aimeriez sans le titre, ai-je dit doucement. Si vous me valoriseriez en tant que personne, en tant que votre frère, sans le prestige, les relations ou l'argent. Et vous n'avez pas pu. Vous ne l'avez pas fait. Vous m'avez traité comme un déchet pendant 12 ans, parce que vous pensiez que j'étais inférieur à vous. Ce n'est pas vrai, a commencé maman. Tu m'as dit de ne pas venir au mariage de ma sœur parce que je vous embarrasserais. Tu m'as offert 200 € pour garder la maison d'Anna, comme si j'étais un employé. Vous avez passé 12 ans à vous assurer que je sache à quel point je comptais peu pour vous. Si nous avions su, a commencé papa. Si vous aviez su que j'avais réussi, vous m'auriez traité différemment. Je comprends ça. Mais ne voyez-vous pas? C'est exactement ça, le problème. Votre amour, votre respect, votre attention, tout est conditionnel. Tout est basé sur ce que je peux faire pour vous, sur le statut que je peux apporter à la famille, sur les portes que je peux ouvrir. Theodore Whitmore m'avait suivi. Il se tenait à quelques mètres, observant. Son visage était grave. James, a-t-il appelé son fils? Viens ici, s'il te plaît. James s'est précipité, confus et inquiet. Fils, savais-tu que le frère d'Anna était le juge Marcus Rivera, de la cour d'appel du 9e circuit? James a secoué la tête. Elle a dit que son frère avait abandonné ses études de droit, qu'il faisait du travail en freelance. Elle semblait embarrassée d'en parler. Théodore a hoché la tête lentement. Je vois. Il s'est tourné vers Anna. Tu avais honte de ton frère? De l'un des juges d'appel fédéraux les plus respectés du pays? D'un homme que j'ai personnellement qualifié de l'un des esprits juridiques les plus brillants de sa génération? Anna ne pouvait pas parler. Elle est juste restée là, les larmes coulant sur son visage. Juge Whitmore, ai-je dit doucement, c'est entre moi et ma famille. Je m'excuse d'avoir perturbé le mariage de votre fils. Marcus, puis-je vous appeler Marcus? Juge Rivera semble trop formel pour les occasions familiales. J'ai hoché la tête. Marcus, vous n'avez rien perturbé. Vous avez été invité ici par la juge Chin. Vous avez été un invité parfait. Votre famille, cependant. Il a regardé mes parents, puis Anna. Votre famille a des explications à donner. Il a fait un geste à un membre du personnel. Veuillez escorter Madame Rivera et leur fille à la bibliothèque.
Je pense que nous devons avoir une conversation. Théodore, nous n'avons pas besoin de... a commencé Anna. Si, nous en avons besoin, a-t-il dit fermement. Jour de mariage de James ou non, nous devons absolument avoir cette conversation. Parce que la femme que mon fils épouse vient de me dire que son frère, un juge d'appel fédéral, a abandonné ses études de droit et était trop embarrassant pour être invité à son mariage. Nous nous sommes dirigés vers la bibliothèque, Théodore, sa femme Catherine, James, Anna, mes parents, moi. Patricia avait suivi à une distance discrète, prête à intervenir si nécessaire. Théodore a fermé les portes. Quelqu'un m'explique. Parce que pour l'instant, il semble qu'Anna ait délibérément déformé la situation de sa famille à mon fils, et c'est un problème. Je n'ai pas menti, a protesté Anna. Je pensais que Marcus avait abandonné. Je pensais qu'il était. Tu pensais mal, ai-je dit. Tu n'as jamais demandé. Aucun de vous n'a jamais demandé ce qui s'était réellement passé. Tu nous as laissé croire, a commencé maman. Je vous ai dit que j'étais transféré. Vous avez choisi de ne pas me croire. Vous avez choisi de voir ce que vous vouliez voir, le fils décevant qui avait gâché sa vie. Ça correspondait mieux à votre récit. Ça mettait Anna en valeur par comparaison, alors vous avez suivi. Catherine Whitmore a parlé pour la première fois. Sa voix était froide. Vous me dites que vous traitez votre fils, un juge d'appel fédéral, comme un échec depuis plus de 10 ans. Maman n'a pas pu la regarder dans les yeux. Et vous, Catherine s'est tournée vers Anna, vous aviez si honte de votre frère que vous avez dit à mon fils qu'il avait abandonné ses études de droit, qu'il n'était pas apte à assister à votre mariage. Madame Whitmore, la voix d'Anna s'est brisée. Je ne savais pas. Je ne savais vraiment pas. Avez-vous demandé? La question de Catherine était tranchante. Avez-vous, ne serait-ce qu'une fois en 12 ans, demandé à votre frère ce qu'il faisait réellement? Silence. Je ne pense pas. Catherine a regardé son mari. Théodore, je pense que nous devons réévaluer certaines choses. Théodore a hoché la tête. Il avait l'air fatigué, déçu. James, je pense que toi et Anna devez avoir une conversation sérieuse sur l'honnêteté et les valeurs familiales. James avait l'air abasourdi. Papa, Pas maintenant, mon fils. Mais bientôt. Ce ne sont pas les valeurs avec lesquelles nous t'avons élevé. Et ce ne sont pas les valeurs que j'attends de ma belle-fille. Il s'est tourné vers moi. Marcus, je vous dois des excuses. J'ai siégé à côté de vous lors de conférences. J'ai loué votre travail. Je vous ai considéré comme un ami et un collègue. Et je n'avais aucune idée que vous étiez traité de cette manière par votre propre famille. Vous n'aviez pas besoin de le savoir, juge Whitmore. Ce n'est pas votre problème. C'est devenu mon problème quand mon fils s'est marié dans cette famille. Et c'est mon problème maintenant, parce que j'ai beaucoup de respect pour vous, et je suis sincèrement en colère en votre nom. Il a regardé mes parents. Vous devriez avoir honte. Papa a retrouvé sa voix. Nous avons fait une erreur. Nous le voyons maintenant. Mais Marcus, tu dois comprendre. Je comprends parfaitement. Vous êtes contrarié parce que vous venez de découvrir que j'aurais pu vous ouvrir des portes. Vous êtes contrarié parce que vous venez de réaliser à quel point j'aurais pu être utile. Vous n'êtes pas contrarié parce que vous m'avez blessé. Vous êtes contrarié parce que vous avez manqué 12 ans de relation. La vérité de ces mots flottait dans l'air comme de la fumée. Marcus, a dit maman désespérément, nous t'aimons. Nous t'avons toujours aimé. Non, ce n'est pas vrai. Vous avez aimé l'idée de moi. Vous m'avez aimé quand vous pensiez que j'allais être un avocat à succès dont vous pourriez vous vanter. Et puis, quand ça ne s'est pas produit ou quand vous avez cru que ça ne s'était pas produit ou vous m'avez rejeté. Vous avez aimé Anna parce qu'elle était tout ce que vous vouliez chez un enfant, réussi, connecté, en pleine ascension sociale. J'étais juste le rappel de l'échec. Ce n'est pas juste, a commencé Anna. Juste? Tu m'as dit de ne pas venir à ton mariage, Anna. Tu m'as dit que je vous embarrasserais. Tu m'as offert 200 € pour garder ta maison, parce que tu pensais que j'étais pauvre et désespéré. Et maintenant, tu es contrarié parce qu'il s'avère que j'ai plus de succès que toi. Elle a tressailli. Ce n'est pas une compétition. Ça a toujours été une compétition. C'est toi qui en as fait une. Chaque dîner de famille, chaque fête, chaque conversation.
Tu t'assurais que tout le monde sache à quel point tu réussissais, et à quel point j'échouais. Tu t'assurais que tout le monde sache que tu étais la réussite, et moi, l'échec. Théodore s'est éclairci la gorge. Je pense que c'est une conversation que vous devez tous avoir en privé. Mais je veux être très clair. James, jour de mariage mis à part, cette situation est troublante. Anna, si tu veux faire partie de cette famille, tu dois aborder la façon dont tu as traité ton frère. Je ne savais pas, a répété Anna, les larmes coulant sur son visage. Tu as choisi de ne pas savoir, a dit froidement Catherine. Il y a une différence. Nous avons quitté la bibliothèque. La réception se poursuivait, mais l'ambiance avait changé. Tout le monde savait que quelque chose s'était passé. Les juges à ma table me regardaient avec sympathie. Les autres invités chuchotaient. Anna a essayé de sauver la soirée, mais c'était impossible. Le mal était fait. James la regardait différemment maintenant. Théodore et Catherine gardaient leur distance. Et mes parents étaient assis à leur table du fond, abasourdis et silencieux. J'ai trouvé Patricia. Je crois qu'il est temps de partir. Tu es sûr? On n'a pas encore eu le gâteau. J'en suis sûr. Alors que nous sortions, Théodore nous a rattrapés. Marcus, attendez. Je me suis retourné. Je pensais ce que j'ai dit là-dedans. J'ai un immense respect pour vous en tant que juriste, que collègue, et maintenant que je sais ce que vous avez enduré de la part de votre famille en tant que personne. Vous avez géré cela avec une grâce remarquable. Merci, juge Whitmore. Et Marcus, la perte de votre famille est le gain de la communauté juridique. Nous avons de la chance de vous avoir. J'ai hoché la tête, ne me sentant pas capable de parler. Patricia nous a ramenés en silence. Nous nous sommes arrêtés dans un bar à North Beach, avons commandé des verres, et sommes restés assis sans parler pendant un long moment. Ça va, a-t-elle finalement demandé. Je ne sais pas. Demande-moi dans une semaine. Il a fallu du courage, ce que tu as fait. Ou de la bêtise. Je ne suis pas sûr. Du courage, a-t-elle dit fermement. Certainement du courage. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 47 appels manqués et 126 textos de maman, papa, Anna, et même James. Je les ai tous ignorés. Une semaine plus tard, une lettre est arrivée. En-tête juridique formelle de l'avocat personnel de Théodore Whitmore. Mon cœur s'est serré. Allait-il me poursuivre? M'accuser d'avoir gâché le mariage de son fils? Je l'ai ouverte avec précaution. Cher juge Rivera. Suite aux événements de samedi dernier, le juge Théodore Whitmore souhaite vous adresser une invitation personnelle à dîner chez lui. Il comprendrait que vous préfériez décliner, étant donné les circonstances, mais il tient à préciser qu'il vous considère comme un collègue et un ami précieux, et qu'il aimerait beaucoup poursuivre votre relation professionnelle et personnelle, indépendamment de vos liens familiaux. Veuillez contacter son bureau à votre convenance pour convenir d'une date. J'ai fixé la lettre pendant un long moment. Puis j'ai appelé Patricia. Il veut dîner avec moi. Théodore Whitmore veut dîner avec moi. Bien sûr qu'il le veut. Tu es brillant. Tu as réussi. Et tu viens de prouver que tu as plus d'intégrité dans ton petit doigt que toute ta famille réunie. Devrais-je y aller? Marcus, cet homme te couvre d'éloges depuis des années. Il t'a recommandé pour le 9e circuit. Il ne t'invite pas parce que tu es le frère d'Anna. Il t'invite parce que tu es Marcus Rivera. Accepte le rendez-vous. Je l'ai fait. 3 semaines plus tard, j'ai dîné au domaine des Whitmore avec Théodore, Catherine et James. Pas d'Anna. Pas de mes parents. Nous avons parlé de droit, d'affaires à venir, des défis auxquels est confrontée la magistrature fédérale. C'était professionnel, respectueux, agréable. À la fin de la soirée, alors que je partais, Théodore m'a raccompagné à la porte. Marcus, je dois vous dire quelque chose. Anna et James suivent une thérapie de couple. Je me suis arrêté. Je suis désolé. Je n'ai jamais voulu. Ne vous excusez pas. Ils en ont besoin. Ce qui s'est passé au mariage a révélé certains problèmes qui devaient être abordés. La relation d'Anna avec la vérité, avec sa famille, avec ses propres insécurités. La tendance de James à prendre les choses au pied de la lettre sans poser de questions. Ils y travaillent.
Et vous? Comment vous sentez-vous par rapport à tout ça? Théodore a souri tristement. J'ai l'impression d'avoir échoué avec mon fils. Je lui ai appris à valoriser le prestige et le statut. Je lui ai appris que le succès n'importait plus que le caractère, et il a choisi une femme qui incarnait ses valeurs. Donc, d'une certaine manière, c'est aussi de ma faute. Juge Whitmore. Théodore, s'il vous plaît, appelez-moi Théodore. Théodore, vous n'êtes pas responsable du comportement de ma famille. Non, mais je suis responsable d'avoir enseigné à mon fils les valeurs qui ont rendu ce comportement acceptable pour lui. Anna lui a dit que son frère était un déserteur scolaire, et James n'a jamais remis cela en question. Il n'a jamais pensé à demander pourquoi une famille traiterait un de ses membres de cette façon. Il l'a juste accepté, parce que ça correspondait au récit qu'il voulait. Est-ce qu'Anna est en colère contre moi? Furieuse, humiliée, embarrassée, tout ça à la fois. Mais elle commence aussi à comprendre ce qu'elle a fait, ce que toute votre famille a fait. Le conseiller a été instructif pour eux deux. Et mes parents? Ils ont appelé ici 17 fois. Catherine refuse de prendre leurs appels. J'ai parlé à votre mère 2 fois. Elle veut que je vous convainque de pardonner et d'oublier. Elle pense que tout cela n'est qu'un malentendu qui peut être arrangé. Bien sûr qu'elle le pense. Marcus, je ne vais pas vous dire quoi faire. Mais je vais vous dire ceci, vous ne leur devez rien. Ni pardon, ni réconciliation, ni même reconnaissance. Ce qu'ils vous ont fait était cruel, systématique, et a duré 12 ans. Ce n'est pas un malentendu. C'est un choix. J'ai hoché la tête, sentant le poids de ces mots. Mais, a-t-il poursuivi, si vous choisissez de vous réconcilier, faites-le à vos conditions, pas aux leurs. Ne les laissez pas réécrire l'histoire. Ne les laissez pas prétendre que tout cela n'était qu'une erreur. Faites-leur assumer ce qu'ils ont fait. 6 mois ont passé. Anna et James sont restés mariés, mais la relation était tendue. J'ai appris par des bruits de couloir qu'Anna n'avait pas été promue associée dans son cabinet. Apparemment, son associé directeur était au mariage et avait assisté à toute la débâcle. La réputation comptait dans les grands cabinets, et celle d'Anna en avait pris un coup. Mes parents ont tout essayé pour me faire parler. Ils se sont présentés à mon appartement, la sécurité les a renvoyés. Ils ont envoyé des lettres, je les ai retournées non ouvertes. Ils ont essayé de passer par Théodore, il a refusé de servir d'intermédiaire. Finalement, papa a envoyé un texto différent de tous les autres. Marcus, je ne demande pas pardon. Je ne te demande pas d'oublier. Je veux juste que tu saches que je comprends, maintenant. Je comprends ce que nous t'avons fait. Je comprends pourquoi tu as arrêté d'essayer de nous dire la vérité, et je comprends que nous ne méritons pas une autre chance. Mais je t'aime. Je t'ai toujours aimé, et je suis désolé. Je suis tellement, tellement désolé. J'ai lu ce texto 20 fois. Puis j'ai répondu, j'apprécie que tu dises ça, mais j'ai besoin de temps. Beaucoup de temps. Peut-être qu'un jour nous pourrons parler, mais pas aujourd'hui. Sa réponse a été immédiate. Je comprends. Je serai là quand tu seras prêt. Je t'aime, mon fils. Ce n'était pas une réconciliation. Ce n'était pas un pardon. Mais c'était une reconnaissance. Et peut-être, un jour, ce serait suffisant. 1 an après le mariage, j'ai été nominé à la Cour suprême. Le plus jeune nominé en 60 ans. Théodore Whitmore a écrit ma lettre de recommandation. Patricia Chin aussi. Ainsi que tous les juges avec qui j'avais travaillé. Les audiences de confirmation ont été brutales, mais j'ai été confirmé par une large majorité. Mes parents ont regardé ça sur ses spans. Anna a appelé pour me féliciter. Sa voix était posée. Prudente. Marcus, je sais que je ne mérite pas de le dire, mais je suis fier de toi. Merci. Je suis en thérapie, je travaille sur beaucoup de choses, sur moi-même, sur notre famille, sur ce que je t'ai fait. C'est bien, Anna. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je voulais juste que tu saches que je comprends, maintenant. Je comprends ce que j'ai fait. Et je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je sais que tu le es. Je peux te poser une question? Pourquoi ne t'es-tu jamais défendu? Pourquoi ne nous as-tu pas simplement dit la vérité? Nous forcer à voir.
J'y ai réfléchi longtemps. Parce que je voulais que vous choisissiez de me voir. Pas parce que je vous y ai forcé. Pas parce que je vous ai prouvé quelque chose. Je voulais que vous me regardiez Marcus, votre frère, votre fils et que vous décidiez que je valais la peine d'être connu, respecté, aimé. Même si j'avais abandonné mes études de droit, même si je faisais de la relecture de documents en freelance, je voulais que vous me valorisiez en tant que personne, pas comme un diplôme. Elle pleurait maintenant. Nous avons échoué à ce test, n'est-ce pas? Oui, vous avez échoué. Je suis désolé. Je sais. Nous avons raccroché. Je ne savais pas si nous aurions un jour une vraie relation, mais au moins, maintenant, elle comprenait ce qui avait été brisé, ce qui avait été perdu. J'étais assis dans mon nouveau bureau à la Cour suprême, plus grand que mes bureaux du 9e circuit, avec une meilleure vue, plus d'histoire, plus de poids. J'ai pensé à ce jeune homme terrifié de 22 ans qui avait quitté la faculté de droit de Stanford après un semestre, parce que les attentes de sa famille l'étouffaient. Ce gamin avait fait le bon choix. Il avait choisi la vérité plutôt que les apparences. Il avait choisi l'intégrité plutôt que l'approbation. Il s'était choisi lui-même. Et maintenant, des années plus tard, assis dans la plus haute cour du pays, je savais une chose avec une certitude absolue, je préférerais ne pas être aimé pour qui je suis vraiment, plutôt qu'être aimé pour ce qu'il voulait que je sois. C'était ça, la vraie victoire. Pas la nomination, pas la carrière, pas la revanche. La vraie victoire, c'était de savoir, enfin, que j'étais suffisant, exactement tel que j'étais. Et je l'avais toujours été.